Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. Sauver ce qui reste de la biodiversité de notre pays. Le constat de l'effondrement de la biodiversité est sans appel. C'est sous ce thème, un cri d'alarme sans équivoque, que la SVT, l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc, et ses partenaires ont tenu la 4e édition de la Semaine de la diversité la semaine dernière, du 20 au 28 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité qui a lieu le 22 mai de chaque année. Objectif, sensibiliser le grand public et la société civile aux problématiques environnementaux et dresser un état des lieux de la situation de la biodiversité au Maroc. Et pour revenir sur cet événement, sur les défis auxquels fait face la planète de façon générale et le Maroc en particulier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Boujma Belhend, président délégué chargé de la gouvernance et de l'organisation à l'ASVT et expert en éducation à l'environnement et au développement durable. Monsieur Belhend, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Soumia, à travers vous, à la chaîne Medi 1 TV, qui ne cesse pas de nous suivre, surtout suivre les acteurs, que ce soit étatiques ou non étatiques, sur des problématiques d'actualité. C'est notre devoir, monsieur. Alors, quelle a été la particularité de cette 4e édition par rapport aux 3 éditions précédentes et comment avez-vous décliné son organisation, parce que ça s'est fait au niveau national? Tout à fait, merci beaucoup. La particularité de cette édition, tout d'abord parce que c'est une édition qui vient juste après la COP 15, qui s'est déroulée, la COP sur la biodiversité, malheureusement mal connue chez plusieurs citoyens. C'est une COP qui est dédiée à la biodiversité, qui s'est tenue à Montréal le mois de décembre, entre le 7 et le 19, et avec un accord exceptionnel. C'est l'accord de Montréal. D'ailleurs, on va évoquer quelques éléments de cet accord. Et pour cela, c'était dans nos missions un petit peu parler de cet accord, des engagements, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local, mais aussi au niveau international. C'est pour cela que nos messages doivent être un petit peu vulgarisés, ne pas parler le langage purement scientifique, le simplifier et pour un petit peu mieux communiquer avec les citoyens, mais aussi mettre en place une stratégie de plaidoyer auprès des décideurs au niveau, que ce soit local, régional, national. Normalement, on a décliné tout ça sous forme d'activités. Pas mal d'activités. Il y a des activités de sensibilisation, de communication qui sont dédiées surtout pour les jeunes scolarisés. Comme vous le savez, on doit bien s'investir sur les générations futures pour un petit peu les faire comprendre des enjeux qui peuvent être liés à cette problématique de biodiversité. Mais aussi, il y a pas mal de tables rondes qui se sont organisées en présence avec les acteurs qui sont concernés par la problématique de biodiversité. On a organisé aussi 12 conférences régionaux avec des thématiques spécifiques à chaque région et une conférence nationale qui est surtout dédiée aux objectifs et des outputs de l'accord de Montréal. Alors, on entend beaucoup parler de biodiversité, surtout ces dernières années, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par ce mot et qu'est-ce qu'il englobe? OK. Merci. Bien sûr, le mot biodiversité, c'est un concept, bien sûr, qu'on utilise souvent. Et pas mal de gens, bien sûr, ne savent pas de quoi il s'agit-il. La biodiversité, comme son nom l'indique, se compose de deux facteurs, la diversité et la diversité biologique. Notamment, c'est la diversité des organismes vivants et qui s'apprécie en considérant, bien sûr, la diversité des espèces, mais aussi au sein des espèces, les gènes au sein de ces espèces. On parle aussi, surtout, de l'organisation et la répartition des écosystèmes. Si on peut parler d'une façon plus simple, la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre bien sûr l'ensemble des milieux naturels, tous les milieux naturels, mais aussi terrestres, maritimes, tous les milieux naturels, mais aussi toutes les formes de vie, à savoir les animaux, végétaux, les bactéries, les champignons, tout ça. Elle englobe tout ça. Mais si on peut parler normalement de biodiversité, on peut l'utiliser on peut la subdiviser en 3 niveaux. Il y a la biodiversité écologique, et là on parle de la diversité des écosystèmes
écosystèmes. Il y a la biodiversité, bien sûr, spécifique. Et là, on parle de la diversité des espèces. Il y a la diversité génétique. Et là, on parle au niveau des gènes. Au sein des espèces, Au sein bien des sûr. espèces. Alors, c'est vraiment alarmant, les chiffres que j'ai lus, qui sont dans votre dossier et puis qui sont aussi dans des articles scientifiques. Vous tirez la sonnette d'alarme. Vous n'êtes pas les seuls. Vous dites qu'à cause de ce modèle de développement mondial et de nos choix, les choix des êtres humains, 75% de la planète et des milliers, voire des millions d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées, et la planète pourrait être ou serait confrontée à une 6e extinction massive de sa diversité. C'est un scénario apocalyptique. À ce rythme, la planète, en tout cas telle que nous la connaissons, court-elle à sa perte. Et c'est quoi cette 6e extinction? On connaît l'extinction des dinosaures, il y en a eu d'autres, mais quand vous dites 6e extinction, ça veut dire... Oui, parce que tous les indicateurs nous conduisent certainement, si on ne fait rien jusqu'à maintenant, vraiment à une extinction de milliers d'espèces et d'êtres vivants, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était, comme vous l'avez évoqué, c'était, on ose dire, la conclusion du dernier rapport de l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité, et qui a même passé des messages clairs et nets lors de la COP15 aux différents décideurs au niveau international, tout en leur demandant de passer à l'action. Parce que vraiment, tous les indicateurs, comme je l'ai dit, peut-être on va évoquer quelques éléments. Surtout si on parle de point de vue région, les plus menacés, on va l'évoquer. Mais ils ont bien averti ces décideurs qu'on doit, toutes les nations sont appelées à passer à l'action, que ce soit l'action citoyenne, mais que ce soit l'action nationale et l'action internationale. Et la collaboration doit être étroite entre différents pays, parce que si on ne sauve pas la diversité, c'est notre vie qui est en jeu. Parce que c'est toute la planète, ça ne concerne pas un pays ou une région. Oui. Alors, nous, les signaux, quels sont les principaux signaux? Il y a des choses qu'on voit maintenant, nous, qui sont visibles, comme pas l'extinction, mais des animaux qui s'approchent de l'extinction, comme les ours, comme des tortues particulières géantes qu'on trouvait ailleurs, comme certains animaux. Ça, c'est ce qui est visible, c'est ce que les gens voient. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Normalement, lorsqu'on voit des êtres vivants, parce que la biodiversité, il y a le côté, bien sûr, ce qu'on appelle des espèces animaux, mais il y a aussi pas mal d'espèces végétaux et qui sont impactées par l'action humaine, et bien sûr, ça menace la sécurité alimentaire dans ces différentes fermes. Et même si l'extinction de certaines espèces, que ce soit animales et végétales, ça impacte ce qu'on appelle les équilibres au niveau naturel. Si on vient dans un monde déséquilibré, certainement la vie humaine est en jeu. Il y a des transformations génétiques aussi. Tout à fait, parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a la biodiversité au sein des gènes, il y a toute une transformation. Et d'ailleurs, peut-être l'intelligence artificielle, on a là-dedans, bien sûr, on peut rapprocher pas mal de choses sur où on va avec cette bien sûr, intelligence artificielle qui peut impacter malheureusement, si on ne l'utilise pas de façon rentable, il peut impacter bien sûr la biodiversité. De façon raisonnée et raisonnable, oui. Alors, y a-t-il une liste rouge des régions du monde plus menacées que d'autres, ou s'agit-il d'un effet papillon qui toucherait la planète entière, quel que soit le mode de comportement de telle ou de telle société au milieu? Normalement, comme vous l'avez évoqué, certainement, c'est une problématique qui touche tous les pays du monde, mais il y a dans la planète, il y a des régions, des continents qui sont beaucoup plus menacés. Et d'ailleurs, c'était l'occasion lors de la dernière COP pour parler surtout au niveau de quelques continents. Et bien sûr, ils ont évoqué surtout le continent asiatique, dont la biodiversité est le plus mis en danger, surtout avec
la mise en danger en total de 3330 espèces. Et selon l'Union internationale de la conservation de la nature, sur les 8 millions d'espèces qui existent, qu'on estime exister maintenant, au moins 1 million par année est menacé d'être extinct. Quelle en est la cause? L'industrialisation, le monde d'industrie. On va développer tout à l'heure peut-être les causes, mais surtout, c'est l'industrialisation, c'est la pollution, tout ça, et Tucarène. Sur cette, bien sûr, vous avez parlé de la liste rouge. Certes, il existe une liste rouge qu'on peut subdiviser en 3 parties. La liste, les espèces qui sont vulnérables, qui sont plus vulnérables et qui sont, bien sûr, qui seront mis en danger d'extinction. Mais il y a des espèces en danger et il y a des espèces qui sont en danger critique. Et selon cette liste rouge, les pays sont classés, les pays les plus menacés. D'ailleurs, c'est le Mexique qui occupe, bien sûr, le premier rang, avec le Mexique, avec 665 espèces qui sont menacées d'extinction, suivi de l'Indonésie. Et l'Indonésie, c'est un pays qui est très connu par la présence de beaucoup de mammifères qui sont en danger, en particulier le tigre, l'éléphant, les rhinocéros. Ce sont des espèces lorsqu'on discussion, qu'on risque de ne plus les avoir dans le monde. Oui, à part dans des eaux, des enfants... et même parfois par des eaux, on ne risque pas de les avoir. Nos enfants verront sur des photos sur leur tablette. Où en est le Maroc dans ce classement? Le Maroc, heureusement, peut-être si on a l'occasion d'en parler, le Maroc, malheureusement, aussi, lui, il est touché. Si je parle, par exemple, dans la région où je vis, la région de Marrakech-Safi, on se rappelle, dans les années 80, la biodiversité était tellement différente de ce qu'on voit maintenant. Rien que de la palmeraie qui est très, très connue dans la ville de Marrakech, c'est la ceinture verte qui entoure la ville de Marrakech, qui était reconnue par une grande diversité de richesse de point de vue de biodiversité. Maintenant, on est dans quelques espèces. Bien sûr, les causes et les conséquences sont démographiques, l'immobilier, le tourisme, on gratte sur... Tout à fait. Mais heureusement, maintenant, on est passé à l'action. Et que ce soit au niveau national, il y a l'arsenal juridique, je pense qu'on va y venir, oui. Il y a l'arsenal juridique qui est là. Il y a pas mal d'actions qui sont élaborées pour un petit peu communiquer et sensibiliser les citoyens et les décideurs. Et heureusement, par exemple, dans la ville de Marrakech, les décideurs au niveau territorial sont maintenant... ils ont commencé à être conscients de la problématique de la biodiversité. Ils l'ont considéré dans leur plan de développement. Par exemple, comme j'ai dit, dans la région de Marrakech, dans le PDR, il y a pas mal de rubriques qui sont destinées à l'aménagement et la protection de quelques sites, bien sûr, aires protégées et pour un petit peu les promouvoir, ces sites et ces aires protégées. Et puis peut-être, parce qu'on va d'autres pays réhabiliter et réintroduire quelques espèces. Et surtout la réhabilitation, parce que je reviens aussi sur la palmeraie. Dans la palmeraie, il existe un site d'intérêt biologique et écologique avec une marée. Malheureusement, à cause des changements climatiques, la marée n'est plus là. Et ce site est en voie d'extinction. Mais on est maintenant de le réhabiliter tout en espérant qu'il va un petit peu reconstruire sa biodiversité. L'écosystème. Alors, dans votre dossier de présentation de la semaine de la biodiversité, votre association cite un extrait d'un appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, où il déclare que la guerre que l'humanité livre à la nature est une guerre contre nous-mêmes. Quelles actions urgentes doit-on entreprendre aujourd'hui pour sauver ce qui peut l'être de cette biodiversité qui s'effondre, mais maintenant qui s'effondre à une grande vitesse, beaucoup plus qu'avant, parce que le rythme, maintenant, c'est de manière exponentielle. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je vous remercie. D'ailleurs, c'était parmi les messages clairs qu'on a insisté sur de les transmettre lors de notre campagne et de notre semaine qu'on a organisée. La première des choses, c'est de reconquérir la biodiversité dans les territoires. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est du point de vue économique. Et construire une économie, bien sûr, toute suspendue et faible, dont l'impact est faible sur la biodiversité.
Et protéger, restaurer, ça parce qu'il y a pas mal de sites qui sont menacés et des aires protégées. Il faut d'ailleurs les protéger, les restaurer avec tous leurs composantes. Et travailler avec des feuilles de route bien claires, avec des objectifs, des résultats, des indicateurs qui sont clairs. Et ces feuilles de route, travailler avec ces feuilles de route qui visent notamment la protection de la biodiversité à l'échelle locale, régionale, nationale et voire même à l'échelle internationale. Bien sûr, on peut encourager les gérants au niveau les décideurs au niveau territorial, tout en mettant en place des labels et des certificats sur la biodiversité, c'est-à-dire la région qui conserve le mieux la biodiversité, on peut lui dédier un label ou un certificat, promouvoir surtout la recherche scientifique et trouver les pistes où on peut, bien sûr, trouver les différentes pistes qui peuvent nous aider à promouvoir la biodiversité et surtout continuer à communiquer, sensibiliser et plaidoyer et former surtout les futures générations, les futurs décideurs sur cette problématique de biodiversité. Avant de passer au Maroc, quelles sont les causes de cette dégradation rapide? Parce que c'est de la biodiversité, c'est l'agriculture massive, les pesticides, l'industrie. Mais qu'est-ce qu'on peut épingler comme principale cause? Bien sûr, ou c'est le tout? Oui, comme vous l'avez dit, c'est le tout, mais ces causes, on peut les diviser en deux. Il y a des causes, bien sûr, anthropiques qui sont liées directement à l'être humain et à la politique qui gère les différents pays, les différents territoires. Et cette politique qui est basée sur la surexploitation des espèces sauvages ou des ressources, à savoir la pêche, la déforestation grâce à l'immobilier, braconnage, mais aussi il y a des actes qui sont liés à la pollution dans toutes ces différentes formes, que ce soit la pollution de l'eau, parce que si on pollue ces espaces, on risque de déséquilibrer des écosystèmes et on menace pas mal d'espèces qui existent dans ces écosystèmes. La pollution de l'eau, des sols, de l'air. Et bien sûr, on a des causes qui sont, en fin de compte, si on ose dire, ils sont indirectement liés à l'être humain. Ce sont les causes liées au changement climatique. Comme vous le savez, la sécheresse a causé pas mal de dégâts et surtout le déséquilibre et la distinction sur pas mal des espèces, que ce soit animales ou végétales. Mais les changements climatiques en eux-mêmes sont la cause des actions anthropiques. Il y a autre chose. On remarque dans tout ce qui est agriculture et élevage qu'il y a des espèces où il y a une floraison qui ont augmenté pour nourrir une démographie galopante. Tout ce qui est bovin, ovin, il y a même les animaux domestiques. Et ceux qui sont d'autres espèces qui sont sauvages, c'est l'inverse. Quand on compare le nombre de têtes d'ovins et de bovins et de tout ce qui est élevé en batterie dans des conditions incroyables, parce que aujourd'hui les vaches ou un veau peut naître dans un box et ne pas en sortir toute sa vie. C'est juste destiné alors que, au détriment d'autres espèces qui ne sont pas jugées utiles pour justement nourrir toutes les bouches de la planète. Oui, tout à fait, vous l'avez bien dit, Madame Soumia. La progression, malheureusement, le développement, elle a ses aspects négatifs. D'ailleurs, l'égoïsme de l'être humain, c'est qu'il cherche de vivre quelques années sans penser à la future génération. Il risque bien sûr de puiser toutes ces ressources. Et malheureusement, on encourage quelques élevages sur d'autres élevages. À quoi sert un serpent? À quoi sert un iguane? À quoi sert... Même les petits animaux, surtout les insectes. Vous avez parlé tout à l'heure des papillons. Oui, ou des libellules, on en voit rarement maintenant. Il y a pas mal d'espèces qui servaient même. On avait des espèces de papillons qui sont des indicateurs de la pollution de l'air. On ne les voit plus. Alors, il y en a même des espèces endémiques qui n'existaient qu'au Maroc. Malheureusement, ils se sont extincts. Ils sont même considérés comme maintenant, que ce soit végétal ou animal, comme des parasites. Donc on les éradique pour avoir une meilleure récolte. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux citoyens simples. La biodiversité, c'est sous le tout.
Alors, le problème, c'est que ces dernières années, il y a une mode, la mode du bio. Le problème, c'est que ce label bio, parce qu'il y a des gens qui sont conscients, qui veulent faire des efforts pour se donner bonne conscience, ou bien parce qu'ils sont convaincus, souvent, c'est juste un filon. Et à nouveau, pour se faire de l'argent, et on n'a pas de traçabilité, on ne sait pas ce qui est bio de ce qui ne l'est pas. Oui. L'intention est bonne, mais après... Mais elle est mal gérée. C'est du marketing. Voilà, c'est du marketing, c'est du modernisme, c'est du luxe. Oui. Des gens qui veulent se distinguer par rapport des autres, voilà. Et même pas, il n'y a pas vraiment un suivi, un contrôle sur ces objets qu'on dit. Et bien sûr, ces marchandises qu'on évoque comme étant bio, bon, on ne sait pas. Bon. On ne sait pas. La filière dont il passe. Absolument. Alors pour le Maroc est signataire quand même de la Convention sur la diversité biologique en 92, qu'il a ratifiée en 95. C'est une convention qui a pour but de conserver justement la diversité biologique, à assurer sa durabilité. Mais durant les 30 dernières années qui ont suivi cette ratification, le Maroc, et il n'est pas le seul, a connu lui aussi une accélération justement de cette érosion, de la destruction de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. Quelles sont les principales causes? Il a ratifié, il n'applique pas les accords qu'il ratifie, c'est ça? Bon, ça reste de l'encre sur du papier. C'est ça la problématique c'est pas le Maroc seul, par exemple. Il n'est pas le seul, c'est beaucoup beaucoup de pays. Oui. Lorsqu'on ratifie, bien sûr, une convention, il y a des engagements, des obligations que chaque pays doit bien sûr répondre. Oui. Mais malheureusement, ça nécessite que ce soit la mise en place d'un arsenal juridique qui doit être respecté et veiller à le poursuivre et de le généraliser au sein du pays, mais aussi, surtout, la conscience des décideurs et bien sûr la volonté politique des différents décideurs. Parce que si on parle, si vous vous rappelez, sur la loi concernant la lutte contre l'utilisation des plastiques, parce que les plastiques, l'utilisation plastique, c'est directement lié et c'est parmi les causes qui impactent la biodiversité, surtout la biodiversité marine, comme vous le savez. Lors de la COP 16, lorsque tout le monde en parle des changements climatiques, il y a beaucoup de mouvements, même les médias, tous les médias en parlent sur l'utilisation des sacs. On a oublié, ça s'est essoufflé, ça y est. Lorsqu'on est passé 1 année, 2 années après, vous voyez dans les souks, et pourtant la loi, elle est là, toujours l'interdiction, il y a pas mal de choses. Il y avait des contrôles au début, les gens étaient... Maintenant, tout le monde utilise les plastiques, ils sont fous lorsqu'ils portent un sac de plastique devant le grand public. Bon, on va y venir, parce que pour lui, qu'est-ce que ça peut changer? Lui, c'est une goutte dans un océan. Alors, justement, les scientifiques et des associations comme la vôtre sont inquiets et vous jugez insuffisants les efforts du Maroc, notamment en ce qui concerne la promulgation des textes de loi, mais aussi leur application. Et vous citez comme, à titre d'exemple, les textes relatifs justement au classement des zones sensibles. Est-ce qu'on a ce classement ou on ne l'a pas encore? Normalement, avec la loi qui gère les aires protégées, maintenant, heureusement, qu'on a enfin mis en place une loi qui un petit peu classe ces différents sites qu'on classe et qu'on considère comme sites qui doivent être protégés par l'État et par les décideurs. Maintenant, on est en train de mettre en place ces sites-là. Et je pense que ça va aboutir d'ici, en espérant, d'ici 2000, en mettant en place le nouveau modèle de développement d'ici 2027. Mais la déclinaison au niveau territorial reste toujours un problème, parce que ça doit se traduire dans les différents plans de développement, que ce soit local, régional. Lorsqu'on lit les différents plans de développement, la vocation protection des aires et des sites naturels et la promotion de la biodiversité est nulle, vraiment, son apparition est vraiment très maigre dans les différents plans. Si on ne décline pas les différents engagements de l'État marocain au niveau territorial, on risque de ne pas
être correct avec Oui. ce qu'on a, et répondre à nos engagements visant la communauté internationale. Alors pour finir, vous dites que oui, au niveau local, au niveau régional est décliné, mais aussi il s'agit de coopération internationale parce que c'est toute la planète, les oiseaux migrateurs, ou bien on est impacté par n'importe quel changement, réchauffement climatique. Donc il y a le rôle des États, des décideurs. Et puis les citoyens dans tout ça, ils disent que c'est ce qu'on peut faire est dérisoire. Quel geste je peux faire à côté de tous ces grands pays pollueurs, à côté de l'agriculture massive et avec tous les pesticides? Ça ne sert à rien. Oui, oui. Est-ce qu'on peut changer avec des petits gestes? Ça c'est sûr. On est très conscient parce que pour nous, on essaie de promouvoir l'éducation à l'environnement. L'éducation, ça consiste en quoi? D'ailleurs, transmettre une information correcte et simple, transmettre des habilités et de savoir-faire à l'habitant, mais surtout traduire ces deux composantes en changement de comportement. Si on n'arrive pas à changer de comportement du citoyen, parce que le citoyen d'aujourd'hui, il sera le décideur de demain. Oui. S'il est imprégné par cette éducation, certes et certain, il va prendre des décisions correctes d'ici longtemps. D'ailleurs, c'est ce que fait maintenant, nous, on fait, lorsqu'on plaide pour les bonnes causes, que ce soit pour la biodiversité, le changement climatique, on essaie de communiquer par les citoyens des autres pays pollueurs pour le bien de la planète. Donc il faut fédérer tous les efforts, aussi bien les grands efforts, les grands stratégiques que les petits. Monsieur Boujma Abdelhand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président délégué chargé de la gouvernance et de l'organisation à l'ASVT, l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc, expert en éducation à l'environnement et au développement durable. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous, madame C'est moi. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.